Sous les noms de bigorne, de chien blanc, de bête avette, de vache au diable, de piterne, de tarane, etc., etc., un animal fabuleux se promène, de temps immémoriaux, dans les campagnes et pénètre même dans les habitations. On ne sait plus dans quel dessein, tant on lui fait banguère pour le repousser, dès que sa présence est signalée dans une localité. Dans nos provinces du centre, ce que l'on raconte de la grand-bête s'accorde particulièrement avec ce qui est dit de la tarane, dans les provinces du nord. C'est le plus souvent un chien de la taille d'une génisse. Les enfants et les femmes qui ont l'imagination vive lui ont bien vu des cornes, des yeux de feu et l'assemblage hétérogène des formes de divers animaux. Mais les gens calmes et clairvoyants ont décidé, en dernier ressort, que c'est une levrette. Et tant de ces personnes sages l'ont vu qu'il faut bien adopter cette version la plus accréditée. De toutes les antiques superstitions, celle-ci est la moins effarée. La grand-bête a fait sa dernière apparition dans nos environs il n'y a pas plus de 5 ou 6 ans, et il n'est pas prouvé qu'elle soit décidée à ne plus reparaître. Dans mon enfance, j'allais souvent me promener les soirs d'été à une métairie appartenant à ma grand-mère et situant dans les terres, à une demi-lieue de chez nous. Cette métairie a été longtemps le théâtre des grands sorcelages et des apparitions les mieux conditionnées. Je n'oublierai jamais une soirée où l'orage nous avait retenus, mon frère et moi, jusqu'à la grande nuit, c'est-à-dire entre 9 et 10 heures du soir. J'avais une dizaine d'années, mon frère avait 15 ans, et faisait le brave. Quant à moi, je le confesse, j'avais grand peur. La bête avait paru la veille, disait-on, autour de la ferme, et immanquablement, c'est-à-dire infailliblement, elle allait reparaître dès que le jour aurait pris fin. Je crois toujours voir les apprêts du combat. Les hommes s'armant de fourches de fer et de bâtons, le métayer prenant au manteau de la cheminée et chargeant de balles bénites son long fusil à un seul canon, sa vieille mère faisant ranger les enfants au fond de la chambre, entre les deux lits de serge jaune, et se mettant elle-même en prière avec ses brus et ses servantes, devant une image coloriée qui représentait je ne sais plus quel général de l'Empire, que l'on prenait là pour un bon saint, les colporteurs de cette époque vendant n'importe quoi qu'en figure de dévotion aux paysans, et puis on ferma les portes et fenêtres et on accota les bâtons. Et comme les petits enfants criaient, on les gourmanda et on les menaça de les mettre dehors s'ils ne se taisaient. Il fallait écouter l'approche de la bête. Les chiens qu'on laissait dehors ne manqueraient pas de hurler. Et les bœufs de bremer. Dans l'étable, en fait, les chiens aboyaient et se démenaient déjà à la vue de tous ces préparatifs. Les animaux comprennent très bien les sentiments intérieurs qui agitent une famille. Les voix effrayées, les physionomies troublées, semblent leur révéler la cause du mouvement insolite qui se fait dans la maison. Les gens de la ferme prétendaient que les animaux se rappelaient très bien, d'une année à l'autre, l'apparition des années précédentes et qu'ils avaient la révélation instinctive du mal que la bête pouvait leur faire. Aussi ne se jetait-il jamais sur elle et refusait-il de la poursuivre. De son côté, il était sans exemple qu'elle les eût mordus. Mais son souffle ou son influence les faisait périr, et jamais elle n'avait visité la métairie sans qu'il ne se déclarât à la suite une mortalité de bestiaux. Il semblait donc que les personnes fussent à l'abri de tout danger, car la bête n'attaque pas et fuit à la moindre hostilité. Mais tout ce qui se présente avec un caractère surnaturel ébranle l'imagination des paysans et des enfants, plus que le danger palpable. Certes, l'attaque d'une bande de loups affamés nous eut moins épouvantés que l'éventualité de la visite de ce fantôme. Pourtant, j'eus comme un regret et une déception quand au lieu de la bête arriva notre précepteur qui, s'inquiétant pour mon frère et moi de la nuit et de la rage, venait nous chercher, sans autre arme qu'un parapluie. Il se moqua beaucoup de la bête blanche et des préparatifs du combat. Il nous emmena en riant et nous n'eûmes plus, hélas, ni peur ni espoir de voir cette fameuse bête, à laquelle nous avions cru pendant une heure. J'ai à mon service un bon et honnête paysan, de 35 ans environ, c'est-à-dire né sur le déclin de ses croyances dans le pays, sincère, robuste et courageux. Il a été laboureur dans cette métairie de Lonnières hantée, de temps immémorial. Par tous les diables des légendes rustiques, je lui demande s'il y a jamais vu quelque chose d'extraordinaire. Il commence par dire que non.
Mais comme il ne sait pas mentir, je vois bien qu'il craint d'être rallié et qu'il lui en coûte de répondre. J'insiste sans affectation et peu à peu il me raconte ce qui va suivre. J'ai vu, dit-il, bien des choses dont je n'ai pas été épeuré, mais que personne ne peut m'ôter de la mémoire. J'avais une vingtaine d'années quand je fus en moisson pour la première fois l'anière. Nous étions 18 à moissonner et nous soupions dehors devant la porte du logis à cause de la grande chaude. Après souper, nous nous en allions coucher à la paille, quand un de nous s'en retourne au devant de la maison pour chercher son couteau qu'il avait perdu. Il s'en revint, toujours criant, et étant tous sortis de la grange, tous les 18, et moi, comme les autres, avons vu la levrette couchée tout au long sur la table où nous avions soupé. Sitôt qu'elle nous vit, elle fit un saut de plus de 20 pieds en l'air et se sauva à travers champs. Et nous de la galoper et de la voir courir et sauter tout le long des buissons, où elle disparut tout d'un coup et où personne ne trouva ni elle, ni marque de son corps. Les chiens ne voulurent jamais nous suivre, ni seulement flairer du côté. Ils ne firent que trembler et hurler dans la cour. À présent, ajoute-t-il, si vous me demandez comment la bête était faite, je vous dirai que je ne l'ai vue qu'à la brune, et qu'elle m'a paru toute blanche. Vous dire que c'était une levrette, je ne saurais, mais ça ressemblait à une levrette plus qu'à toute autre bête que j'ai jamais vue. Et pour la grandeur, ça paraissait lent, lent, avec des jambes fines qui sautaient comme jamais. Je n'aurais cru qu'une bête pût sauter. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le fermier de Lonière, le gros Martinet, perdit tant de bestiaux cette année-là qu'il se mit dans l'idée de devenir médecin, afin de les guérir lui-même et de conjurer les sorts qu'on lui faisait, pas d'autres sorts plus savants. Et il s'en fut consulter le grand médecin qu'on appelle le sabotier du Bourdieu, à plus de 8 lieues d'ici. Quand il parla au sabotier pour la première fois, celui-ci lui dit: Vous me venez quérir pour un bœuf malade qui s'appelle Chauvet, et vous avez en votre étable 4 paires de bœufs dont je vais vous dire tous les noms, tous les âges, toutes les couleurs. Qui fut bien étonné, ce fut Martinet qui s'entendit raconter et nommer tout ce qu'il avait de bestiaux encore que jamais le grand sabotier ne fût venu au pays de chez nous. Allez-vous-en à votre logis, qui lui dit: Vous trouverez le bœuf Chauvet debout et sauvé, mais par malheur, son camarade Racigneux, que vous avez laissé en bonne santé, sera crevé quand vous rentrerez à la maison. Et ne pouvez-vous l'empêcher, dit Martinet. Non, il est trop tard. La mauvaise bête aura passé chez vous. C'est la vérité. Ne pouvez-vous m'enseigner le moyen de purger mon bestiau de sa mauvaise air? Voir, fit le sorcier, il faudra que j'aille chez vous. Ils vinrent à cheval, tous les deux, et comme dans ce temps-là, j'étais valet à la maison, j'entendis Martinet dire en arrivant: Vous avez donc encavé Racigneux à ce matin? Par malheur, oui, notre maître, que je lui dis. Comment donc que vous savez ça? Et Chauvet mange de bon appétit à cette heure. C'était la vérité, tout comme le sabotier l'avait connu. Le bœuf malade était guéri. Son camarade, qui au départ du maître ne se sentait de rien, était crevé et encavé. Alors Martinet, voyant le grand talent du sabotier, le retint à la maison 8 jours durant, et apprit de lui le sorcelage. Il ne se couchait point de toute la nuit, et s'en allait dans les champs et sur les chemins, et on entendait des voix qu'on ne connaissait point, et un sabbat abominable. Et le sabotier nous mena tous 2 jours dans le pâturage des bœufs, et nous fit voir la chose qui leur donnait des maladies. C'était un crapaud que celui que l'on avait vu en levrette blanche avait arrangé avec des charmes et des empoisonnements sous une motte de gazon. Et quand les bœufs passaient à côté, ils commençaient de souffler et de maigrir. Alors, Martinet devint un grand savant. Comme chacun sait, il eut les plus beaux élèves du pays, et fut appelé comme médecin dans tout le canton. C'est comme ça et non autrement qu'il a pu vous payer sa ferme et se retirer du grand dommage où les mauvaises choses l'avaient mis. Seulement, Martinet eut des ennuis de sa femme qui ne voulait point qu'il se donnât au sorcelage et qui faisait mauvaise mine au grand sabotier. Un jour, il quitta la maison en disant à Martinet: Si l'affaire que nous avons ensemble tourne bien, je vous le ferai à savoir demain matin, d'une manière que vous comprendrez vous tout seul. Et de vrai, le lendemain matin, comme nous étions à manger la soupe, il se fit un grand air de vent, qui donna une bouffée dans la maison trembla, et un coq noir entra dans la chambre et se jeta dans le feu où il fut tout brûlé en un instant. La femme du logis voulait sauver le coq, mais Martinet la retint par le bras en lui disant: N'y touche pas.
et elle en resta toute apeurée. De même qu'une autre fois, comme le sabotier était là, et qu'elle venait de tirer ses vaches, son lait devint tout noir et on fut obligé de le jeter. Dont elle pleura, maudissant le sabotier, mais son mari lui dit: Rends-toi à lui et une autre fois, offre-lui de ton lait, de ton fromage et de tout ce qui est ici. Ce qu'elle fit par la suite avec grande crainte et honnêteté. Voilà comment la grande bête a été chassée de la métairie et aussi l'homme sans tête, qui se promenait à côté sur le vieux chemin de Verneuil. Et la chasse à Baudet, qui passait si souvent au-dessus de la maison. Seulement Martinet a eu bien des peines dans son corps pour soumettre toutes ces mauvaises choses. Il a été souvent battu par les follets, ils lui ont enlevé de la tête et fait perdre plus de 10 chapeaux et bonnets. Et enfin, il a eu le mal, Dieu bien souvent, à cause de la boule de feu qui se mettait devant lui en voyage sur le cou de sa jument.